Alors cette intervention se propose de réfléchir à la question des images manquantes ou des images latentes, produites mais non visibles dans la photographie contemporaine, à partir de l'étude du projet Wonder Beirut de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, qui sont deux photographes, mais aussi plasticiens et réalisateurs libanais. Cette œuvre complexe, en 3 volets, réalisée entre 1997 et 2006, met en scène un photographe fictif, Abdallah Farah, qui serait l'auteur d'images volontairement brûlées de la ville de Beyrouth durant la guerre civile au Liban, mais aussi de centaines de photographies imprimées mais non encore développées, en attente d'être révélées. Alors, les différentes stratégies employées par ces deux artistes dans ce projet semblent résister de manière exemplaire à cette logique du flux et de prolifération des images par un geste de retrait, de mise en retrait radicale, ou plutôt de mise en réserve des photographies, qu'adoptent par ailleurs de nombreux autres artistes contemporains, à commencer par Alfredo Jarre, avec l'installation Real Pictures, qui présente, comme on le voit ici, un ensemble de boîtes noires, hermétiquement fermées et empilées les unes sur les autres, et contenant donc des centaines de clichés pris par l'artiste au lendemain du génocide rwandais, des clichés qui sont paradoxalement moins donnés à voir qu'à lire, à travers des descriptions précises de chaque photo inscrite sur chacune des boîtes, dans l'idée que c'est peut-être là où l'image manque, qu'elle nous donne le plus à voir. Ma logique était la suivante, rappelle Alfredo Jarre: si les médias et leurs images nous remplissent d'une illusion de présence, qui nous laisse ensuite avec un sentiment d'absence, pourquoi ne pas essayer le contraire, c'est-à-dire offrir une absence qui puisse peut-être provoquer une présence. Cette œuvre a été exposée à l'église des Frères Prêcheurs dans le cadre des rencontres d'Arles en 2013. Et ce dispositif d'Alfredo Jarre, qui consistait, comme l'a rappelé très justement Georges Didier Huberman, moins à rendre inaccessibles ces images qu'à les placer en attente d'une future lisibilité, offrait en quelque sorte alors une sorte de contrepoint silencieux mais fort à une autre installation qui était présentée la même année et qui obéit à une logique assez différente, beaucoup plus spectaculaire au sens propre du terme, celle d'Eric Kessels, intitulée 24 Hours of Photos, et qui consistait à l'inverse à déverser littéralement, tout en le matérialisant, ce flux des images diffusées en une journée sur le site de partage Flickr et qui avait pour effet de submerger, d'inonder littéralement le visiteur dans l'espace d'exposition. Alors en confrontant ces deux stratégies, celle de l'excès d'un côté, celle du retrait, on pense bien évidemment à une autre dialectique célèbre, celle du plein et du vide. Tu citais, Daniel, tout à l'heure Armand, et effectivement on peut penser à ces deux expositions présentées en 58 et en 60 dans la galerie Iris Clair, donc d'Yves Klein et d'Armand, qui donnaient aussi à voir ces deux stratégies de représentation, donc élaborées aussi dans un même contexte, celui d'une société de consommation naissante. Alors peut-être que le parallèle s'arrête là, puisque ce que j'essaierai de montrer, c'est que dans quelle mesure la logique de l'image manquante contemporaine dont il sera question se distingue, selon moi, radicalement de cette logique du vide chez Klein, ou cette stratégie donc moderniste de l'invisible ou de l'irreprésentable. Il ne s'agit pas de transcender le visible pour accéder à une forme d'invisible, dans un sens, disons, métaphysique, mais plutôt d'adopter une perspective critique, plus politique peut-être, en élaborant une stratégie de représentation qui redonne à l'image une forme de puissance et questionne aussi non seulement ce phénomène de prolifération des clichés, mais aussi peut-être paradoxalement un autre phénomène, celui d'une soustraction. Je m'explique, et en cela je poursuis la réflexion menée par le philosophe Jacques Rancière, qui analysait précisément le dispositif de l'image manquante prenant la forme de la boîte noire ou de l'écran blanc chez Alfredo Jarre. Jacques Rancière envisageait ce geste de ne pas montrer, non pas comme un simple acte de résistance face à la multiplication exponentielle des images qui seraient liées
à la croyance illusoire d'un tout visible ou d'un trop-plein de visible. En effet, pour Rancière, il n'y a pas de torrent d'images et quoi qu'on en dise, les médias, selon lui, nous délivrent finalement assez peu d'images à strictement parler. Mais plutôt donc comme une autre manière de faire image et qui en même temps rendent visible ce phénomène de soustraction massive dont parle Rancière qui accompagne paradoxalement le flux continu des clichés. C'est donc de ce paradoxe que je souhaiterais partir afin de questionner les enjeux à la fois esthétiques, mais aussi éthiques, politiques, propres à cette stratégie de l'image manquante à l'œuvre chez Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej. Alors le premier volet du projet Wonder Beyrouth s'intitule « Histoire d'un photographe pyromane » et consiste à dérouler en images photographiques un récit imaginaire, une fiction, ou ce que Carrie Lambert-Beatty nomme une parafiction, une sorte de tromperie stratégique, qui prend appui sur un ensemble d'images trouvées, des images anonymes, encore en circulation, et que les artistes vont se réapproprier. Il s'agit donc d'une série de cartes postales de Beyrouth, toujours en vente actuellement dans les boutiques touristiques libanaises, alors même que la plupart des bâtiments représentés ont été détruits pendant la guerre civile au Liban. Donc des clichés au double sens du terme, qui par conséquent continuent de véhiculer une certaine imagerie nostalgique, idéalisée, mythique de la ville avant la guerre. L'image donc d'un wonderful Beyrouth, qu'il s'agirait précisément pour les artistes de remettre en question en passant du wonderful au wonder. Ainsi, le premier geste de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej va consister à attribuer ces images à ce personnage qui est Abdallah Farah, une manière de prendre en quelque sorte au pied de la lettre cette idée formulée par Rancière, selon laquelle, je cite, « le réel pour être pensé a besoin d'être fictionné ». Abdallah Farah aurait donc réalisé ces photographies destinées à être éditées sous forme de cartes dans les années 60, dans le cadre d'une commande officielle de l'État libanais, mais aurait décidé, à partir de 75, donc date du début du conflit, d'en brûler partiellement les négatifs afin de les faire correspondre à la réalité des destructions, cherchant ainsi, à travers ces images, à rendre compte de ce nouvel état de ruine de la ville, en ruinant en quelque sorte l'image elle-même. Envisageant la brûlure, je cite Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, comme une trace indicielle de l'image. Il s'agissait donc pour les artistes, je cite là encore, de lutter contre la tendance qui met la guerre civile libanaise entre crochets et n'inclut le conflit libanais que de façon marginale dans notre histoire contemporaine et qui préfère idéaliser le passé. Il s'agissait donc en quelque sorte de répondre à un manque d'image, de mémoire, et en même temps d'échapper aussi à une forme d'excès d'un autre type d'image, en échappant donc à une forme d'esthétisation des ruines et à ces effets de sidération qui étaient au contraire largement véhiculés par les médias. Nous avions été tellement bombardés d'images durant les guerres civiles, raconte Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, que nous nous défions des images. Nous avions besoin d'un temps sans un certain type d'image. L'après-guerre était un après-image, ou plutôt l'après d'une certaine image. À travers ce geste apparemment radical de la brûlure, Abdallah Farah ne vise cependant pas à faire disparaître les images, mais au contraire à les faire apparaître. Pour le dire autrement, l'enjeu n'est pas de détruire purement et simplement ces images dans une logique iconoclaste, mais plus précisément de déconstruire le cliché, au sens où le définit Deleuze comme ces images flottantes, anonymes, qui circulent, je cite, donc, dans ce monde extérieur, mais aussi pénètrent en chacun et constituent son monde intérieur. Défaire le cliché, donc, pour faire image. Une image jamais donnée, toujours à faire. Une image qui brûle, pour reprendre l'expression de Georges Didier Huberman dans son essai Phalène sur l'apparition. L'image brûle, je cite, du réel dont elle sait à un moment approcher. Comme on dit dans les jeux de devinettes, tu brûles pour tu touches presque l'objet caché. L'image brûle de la destruction de l'incendie qui faillit la pulvériser, dont par conséquent, elle est capable aujourd'hui d'offrir encore l'archive et la possible imagination. Abdallah Farah non seulement ne brûle jamais complètement ces images, mais les rephotographie systématiquement après chaque brûlure, constituant ainsi à partir d'un même cliché des séries d'images en évolution
qui, présentées ensemble dans l'espace d'exposition, ici, les unes à la suite des autres, rendent compte à la fois du processus de destruction des bâtiments, mais aussi le processus de fabrication de ces images, entremêlant, en quelque sorte, sous l'apparence d'un acte de destruction, un acte de création et de remémoration au sens benjaminien du terme. Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej distinguent d'ailleurs ces deux types de processus à l'œuvre dans les images d'Abdallah Farah, des processus qu'il nomme processus historiques et des processus plastiques. Alors les processus historiques correspondent aux images dans lesquelles le photographe se fait en quelque sorte chroniqueur, historien du temps présent, en suivant scrupuleusement les événements, les bombardements, les batailles de rue. C'est le cas par exemple de la série consacrée à la première bataille des hôtels. Je vous montre les images. Réalisé à partir d'une carte postale éditée en 1969 et brûlée par Abdallah Farah entre le 28 octobre et le 16 décembre 1975. La série, qui a été publiée par la suite et rééditée sous forme de nouvelles cartes postales, rend compte ainsi des différents événements intervenus durant cette bataille, tout en restituant sa propre genèse. Il s'agit d'une des batailles les plus connues de la guerre et qui opposait donc plusieurs factions politiques afin de contrôler les principaux secteurs de la ville et notamment ce secteur 4, ce secteur des hôtels de luxe qui était à l'époque donc le plus grand groupement d'hôtels de luxe du Proche-Orient et qui revêtait un enjeu éminemment stratégique. À travers cet exemple, on comprend bien ces enjeux, les enjeux de cette stratégie qui consiste, pour reprendre là encore l'expression des artistes, à fictionnaliser le document tout en documentant la fiction. Et en cela, on peut bien sûr les comparer au travail d'un autre artiste libanais important qui est Walid Raad, et avec son collectif fictif, The Atlas Group, qui est également donc un faux groupe de recherche dédié à la compilation de documents sur l'histoire contemporaine libanaise. Les processus plastiques correspondent quant à eux aux images brûlées de manière plus aléatoire, volontairement ou accidentellement, dans lesquelles Abdallah Farah dépasse son statut de simple observateur pour devenir créateur. Donc des processus qui traduisent un rapport peut-être plus complexe, plus personnel du photographe aux images et peut-être des images au réel, et ou encore plus largement du rapport de l'historien, du chercheur face aux documents et à l'archive qui, comme le suggère Derrida, détruit autant qu'elle conserve. On passerait en quelque sorte d'une archive trace ici à une archive œuvre ou une archive faisant œuvre. On en arrive donc ainsi au deuxième volet du projet intitulé « Carte postale de guerre » qui prolonge en quelque sorte cette volonté qui est moins de supprimer que de produire de nouvelles images à travers l'édition ici de 18 nouvelles cartes postales inédites sélectionnées parmi toutes celles réalisées puis brûlées par Abdallah Farah entre 75 et 90. Donc ce geste consiste ici, après les en avoir retirées, soustraits momentanément au flux, à les y réinscrire sous une autre forme, à les remettre en circulation, en les redistribuant et en les partageant avec le public, en l'occurrence celui du musée ou de la galerie. En produisant des cartes et en les distribuant, les artistes entendent, je cite, réinvestir un imaginaire et une iconographie qui avait trop souvent tenté d'éluder les faits, la guerre en particulier. En cela, l'œuvre, je vous montre ici ces cartes, et l'œuvre se rapproche d'une autre œuvre où il est question, là aussi, de production d'images manquantes, réalisée par les artistes en 97, qui s'intitule « Le cercle de confusion » et qui renvoie, comme on le verra par la suite avec la notion de latence dans le troisième volet du projet, à un terme technique du vocabulaire photographique. Il s'agit donc d'une installation photographique de très grand format, représentant une vue aérienne de Beyrouth, composé de près de 3000 morceaux collés sur un miroir. Et chaque visiteur est invité à emporter l'un de ces fragments derrière lequel est inscrit « Beyrouth n'existe pas », en référence à Lacan, « La femme n'existe pas ». Et au fur et à mesure de l'exposition, l'image, donc en apparence stable,
unifié de la ville se fragmente progressivement, se déconstruit, se défait en de multiples facettes libres et autonomes pour laisser apparaître une image plus complexe, plus mouvante d'une ville en perpétuelle mutation. Alors, le troisième volet du projet, intitulé « Images latentes », poursuit la fiction d'Abdallah Farah en attribuant là encore à ce personnage la décision prise par les artistes à la fin des années 90, au moment même où l'on passe en photographie de l'argentique au numérique, de ne plus développer certaines de leurs images, mais tout en continuant de noter, de documenter, de décrire avec précision dans un carnet toutes leurs prises de vue, retirer nos images du flux, ne pas les développer, mais pendant plus de 10 ans, inscrire, écrire tout ce que nous photographions. Pour Abdallah Farah, cette décision correspond moins à une démarche qu'à une réponse à un certain contexte et à des contraintes matérielles liées à la guerre, à l'incendie de son laboratoire et au manque de papier et de révélateurs alors disponibles. Mais il est intéressant de constater que cette tendance à perpétuer l'acte de la prise de vue sans nécessairement imprimer, matérialiser ces images, ni même parfois les regarder, se développe particulièrement avec le numérique, conduisant alors paradoxalement aussi au risque de leur effacement, de leur perte ou de leur oubli. Et c'est précisément pour lutter contre ce risque de l'oubli qu'Abdallah Farah décide de tout noter. Il répertorie, classe, conserve minutieusement chacun de ses films latents en les datant, en les décrivant précisément. Comme chez Jarre, il s'agit de substituer aux clichés des textes et ainsi de faire émerger à partir des latences de l'image une parole et un imaginaire. Pour savoir, écrit Georges Didier Huberman, il faut s'imaginer, c'est-à-dire imaginer même quand il n'y a rien à voir. De même, pour Marie-Josée Monzin, l'image doit préserver un hors-champ, mettre en évidence la part d'invisible qu'il y a dans tout visible, afin de pouvoir ménager au spectateur un espace peut-être de liberté, un écart, une distance, et réinstaurer une forme de temporalité. L'œuvre d'art, écrit-elle, se reconnaît à ce qu'elle suspend temporairement ma puissance d'action pour me la restituer de façon décuplée à la fin du contrat temporel de réception. Autrement dit, l'image n'est pas là pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle ouvre comme champ infini au regard. Pour autant, les artistes ne nous donnent pas rien à voir. Bien au contraire, là encore, il ne s'agit pas de supprimer l'excès des images, mais de les donner à voir autrement. En l'occurrence ici sous la forme de 2 catégories d'images photographiques qui mettent en jeu cette notion paradoxale de latence, tout en mettant à l'épreuve l'horizon d'attente du spectateur. Et de ce fait, en créant un rapport peut-être déceptif, mais aussi peut-être plus réceptif face à l'œuvre, permettant de créer quelque chose de singulier. Alors ces images, quelles sont-elles ? Il s'agit tout d'abord de photographies, des tiroirs de classement, de rouleaux de pellicules imprimés mais non développés, un motif qui rejoue sous une autre forme, celui de la boîte noire ou de l'écran chez Jarre, mais aussi on peut penser à d'autres artistes comme Christian Boltanski, notamment à travers ces boîtes donc, qui montrent et cachent tout à la fois. Le deuxième type d'image sont les planches contact du photographe. On les voit ici exposées au musée. Voici la qualité, on voit pas beaucoup le texte. Là, en anglais. Donc des planches contact qui réunissent là encore non pas les contenus visuels de ces rouleaux, mais leurs descriptifs sous forme de courts fragments de texte et qui, présentés ensemble, se lisent comme le journal photographique et intime du photographe. Un journal qui entremêle là encore une mémoire individuelle et une mémoire collective en ce qu'il relate à la fois la vie personnelle, familiale, sentimentale, mais aussi professionnelle d'Abdallah Farah, mais qui donne aussi à lire en creux l'histoire du Liban contemporain. Une sorte de télescopage, en somme, du document et de la fiction, mais aussi de l'individu et du collectif, et de l'intime et du politique. Alors le statut de ces planches contact est intéressant et traduit, selon moi, parfaitement bien en image cette idée de latence. Il s'agit en effet des outils de travail du photographe qui ne sont généralement pas destinés à être montrés et qui occupent une place singulière dans le processus photographique argentique qui tend d'ailleurs à disparaître ou du moins à devenir
obsolète avec le numérique. C'est une étape intermédiaire du processus photographique qui intervient généralement entre le moment de la prise de vue et la réalisation du tirage. Mais c'est aussi pour le photographe, on le sait, une véritable mémoire active, un réservoir, une réserve d'images latentes ou en attente. Les photographes peuvent en effet y puiser de nouvelles images, parfois plusieurs années après la prise de vue. Ainsi, Bernard Plossu envisage-t-il ce type de document comme, je cite, un centre actif de l'œuvre. Tandis que Gilles Morat parle de lieu générateur de nouvelles images, ou encore Claude Nory compare la planche contact à un lieu de gestation ou de gestion de l'œuvre. Il s'agit donc, à travers ces deux types d'images, de mettre en avant cette idée de latence qui correspond donc à cet état paradoxal de l'image, d'entre-deux. Donc une notion de latence sur laquelle je voudrais maintenant m'attarder et qui se trouve donc au cœur du travail à la fois photographique mais aussi cinématographique de Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej. Je voudrais donc m'arrêter sur cette idée de latence afin de mettre en évidence l'épaisseur conceptuelle de cette notion riche et complexe qui possède, on le sait, une signification bien précise dans le vocabulaire technique de la photographie argentique et qui correspond donc à cet état ou étape intermédiaire, transitoire du processus photographique où l'image est à la fois là et pas encore là, présente et absente. L'image, un état de l'image encore invisible, mais en attente d'être chimiquement révélé. Une image donc en devenir, moins tournée vers le passé, ça a été, que vers l'avenir, un potentiel devenir visible et qui induit aussi un certain rapport au temps qui serait celui de l'attente. Une attente en quelque sorte active qui peut faire écho à ce que Krakauer, à ce qu'en dit Krakauer, pour qui il existe précisément un savoir de l'attente, moins empreint de passivité, mais qu'il considère plutôt comme une activité tendue, une active autopréparation, comme un demeuré ouvert hésitant, une sorte d'entre-deux décisif. Alors il est intéressant de constater que si cette étape de l'image latente disparaît d'une certaine façon avec le numérique, le terme lui-même subsiste à travers notamment l'expression de l'idée de délai de latence, qu'on a d'ailleurs tendance à vouloir réduire à tout prix, qui correspond à cette durée, à ce temps de réactivité de l'appareil entre le moment du déclenchement et celui de la prise de vue. Ce terme de latence, qui vient du latin latens, qui signifie caché, secret, n'est bien sûr pas réservé au vocabulaire de la photographie. On le retrouve dans de nombreux autres domaines. Alors, en faisant une petite recherche, je me suis aperçue que dans plusieurs domaines, on retrouvait cette notion. En chimie, bien sûr, on parle de chaleur latente d'un corps susceptible d'être restitué dans différents changements d'état de la matière. On le retrouve aussi dans des domaines aussi variés que la botanique, la métallurgie et bien sûr en psychanalyse, au sens où Freud parle de contenu latent d'un rêve, mais on pourrait aussi le comparer à cette notion de quiescence cellulaire en biologie, qui est cette phase de repos actif essentielle à la vie d'une cellule et durant laquelle le noyau de la cellule est amené à se réorganiser, à se restructurer avant de se développer et de proliférer. On pourrait ainsi émettre l'hypothèse d'une esthétique, voire peut-être d'une éthique de la latence comme un paradigme donc, esthétique et critique de la photographie contemporaine à l'ère du flux, dont il conviendrait bien sûr de retracer avec plus de précision l'historique, tout en l'articulant à d'autres notions, celle de la réserve, celle de l'attente, et de son corollaire, le retard, retardement, ou encore le différé, des notions qui sont, on le sait, au cœur déjà de la stratégie du Champienne du ready-made. Cette notion de latence revêt des enjeux esthétiques, éthiques, philosophiques, mais aussi politiques, comme le suggèrent d'ailleurs Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej, pour qui, je cite, la latence peut correspondre à une attitude politique contre les représentations dominantes. L'image latente vient se poser contre les flux d'images lisses consommés comme produits qui n'arrêtent rien, ne retiennent rien. Un aspect fondamental de la latence est d'ouvrir un espace à l'anecdotique, au sens étymologique et premier du terme d'histoire gardée secrète, sur lesquels les artistes reviennent beaucoup, et au spéculatif, en opposition à la consommation passive de récits formatés au service de l'idéologie, que ce soit celle de l'État, de l'essentialisme politique ou du fondamentalisme religieux. Pour les artistes, ces images latentes constituent en outre un potentiel d'image à faire. La latence nous pointe des possibilités en gestation, affirment les artistes. En quelque sorte, des images en réserve, une réserve
Réserve à envisager, là encore, à la fois comme une forme de modestie, de retenue, mais aussi de générosité, au sens de stock disponible, ouvert et offert. Opposer comme ça peut-être le stock au flux, ou encore réserve au sens peut-être presque plus militaire. On parle de réserviste, donc d'une armée en puissance amenée à se déployer le moment venu. Mais qui serait aussi lié au risque, là encore, de l'oubli, comme on l'a vu avec le geste de la brûlure, donc le risque de la disparition, un risque que l'image disparaisse à jamais, qu'elle ne résiste pas à l'épreuve du temps, que ce dernier se soit trop écoulé entre le stimulus et la réponse adéquate. Pour cela, il apparaît donc nécessaire de réactiver, de réactualiser sans cesse ce potentiel d'image. Et c'est ce que les deux artistes font depuis 2010 en réactivant ce projet sous deux formes, celle du livre et celle de la performance. Alors en 2010, Johanna Hadji-Thomas et Khalil Jorej décident en effet de réactiver en quelque sorte ce projet en le publiant sous la forme d'un livre constitué d'un seul volume de plus de 1300 pages et qui réunit une sélection de 34 planches photographiques originales et argentiques collées à la main. Choisi donc parmi les centaines de rouleaux de films pris mais non développés par Abdallah Farah et qui montrent, là encore, non pas le contenu des images, mais les rouleaux de pellicule. Une image de ces rouleaux ouvre chaque chapitre du livre qui se déroule ensuite sur chacune des pages, comme sur les planches contact. Donc le descriptif de chaque image contenue dans ce même rouleau de pellicule. On retrouve donc là encore cette dialectique du montré et du caché. On la retrouve également dans le fait que certains cahiers sont fermés et ne permettent pas la lecture. Libre ensuite donc au lecteur de laisser fermer ces cahiers ou bien de les ouvrir à l'aide d'un coup de papier. L'ouvrage contient également 2 lettres, un échange entre Johanna Hadji-Thomas et Abdallah Farah, avec plutôt une photographie de ces lettres, et qui est traduite ensuite ici en français par un certain Pierre Ménard, référence bien évidemment au Pierre Ménard, auteur du Quichotte de Borges, cet écrivain fictif qui avait entrepris, on le sait dans cette nouvelle issue du recueil fiction, de réécrire à l'identique le Don Quichotte de Cervantes. La présentation de ce projet et du livre se fait également sous forme de lecture-performance. C'était le cas notamment dans le cadre de la dernière Biennale de Venise en novembre dernier, à travers donc un dispositif, là aussi assez complexe, qui permet là encore de révéler tout le potentiel de cette image manquante, mais en opérant cette fois-ci une sorte de déplacement de la notion d'image vers le geste performatif, qui là aussi va lui conférer une autre forme de visibilité, qui recourt cette fois-ci non seulement au texte, mais aussi au corps et à la voix de l'acteur, ou plutôt des acteurs, à travers donc un récit à plusieurs voix. On voit ici... Alors la description de la performance est intéressante et complexe et mériterait sans doute un travail d'analyse plus poussé. Donc on y voit, comme ici, donc plusieurs acteurs qui se trouvent réunis autour d'une table, placés sur une scène, pour lire donc l'un après l'autre, se relayant en quelque sorte dans cette lecture pour en démultiplier là encore les possibles, tandis qu'à une autre table, une actrice silencieuse découpe au fur et à mesure les pages pour les rendre lisible mais aussi visible, puisque ce geste est filmé en direct et projeté sur l'écran à l'arrière-plan. Voilà la description qu'en donnent Hadji-Thomas et Khalil Jorej sur leur site. Donc à travers donc, un dispositif qui donne là encore à voir beaucoup d'images. L'image devient le lieu d'une véritable expérience multisensorielle et d'un véritable partage du sensible, pour reprendre encore une formule de Rancière, ouvrant un champ, un espace pour un spectateur émancipé. Spectateur émancipé qui est d'ailleurs convié à entrer en quelque sorte dans le jeu, à ne pas rester passif face à l'œuvre. Il est invité en effet, en l'occurrence ici dans une autre salle d'exposition qui ressemble à une étrange bibliothèque, à lire lui-même l'ouvrage laissé ouvert à disposition. Pour cela, il est invité aussi à en découper les pages avec un couteau, donc un geste là aussi assez fort. Et ici, donc on voit un exemplaire sur le bureau et d'autres exemplaires exposés sur les murs. Donc là aussi, on joue sur le visible, le non visible, l'accessible, le non accessible.
Alors à travers cet exemple, nous avons vu que la stratégie de l'image manquante consistait donc moins face au flux à supprimer l'excès des images qu'à mettre en scène leur absence en donnant à voir d'autres images, afin de leur redonner aussi une forme de pertinence, tout en nous responsabilisant aussi face à elles. Nous avons un rapport éthique à développer à l'égard des images que nous produisions, que nous diffusons, mais aussi que nous recevons. Et ce recours à l'ellipse relève moins, selon moi, d'une logique iconoclaste, comme celle peut-être adoptée, peut-être plus radicale, celle de Claude Lanzmann, ou encore une forme de déploration nostalgique, que d'une volonté de proposer une réponse constructive, active et dynamique, en réaffirmant avec force la nécessité absolue de produire des images, de donner à voir. Et je termine avec l'affiche du film réalisé en 2009 avec Catherine Deneuve et Rabi Mroué, réalisé après la Deuxième Guerre au Liban en 2006, qui mêle là aussi documentaire et fiction, et qui est réalisé donc après 2006, qui va là aussi chez les artistes les conduire à reformuler, à élaborer de nouvelles stratégies de visibilité, mais qui dit là encore la nécessité de persévérer, de persister à élaborer des œuvres, des stratégies, et à contribuer à construire ce regard esthétique et donc politique. Voilà, je vous remercie. Donc, merci beaucoup pour cette intervention très riche. Merci aussi pour la présentation de cette œuvre qui m'a beaucoup intéressée, qui donne à réfléchir sur les rapports entre l'archive et la fiction, et en retour sur la fiction et l'histoire précisément, sur évidemment les formes de résistance par rapport au flux. Plus exactement que de résistance d'ailleurs, sur les pouvoirs de l'ellipse telle qu'elle est à même de réactiver finalement un potentiel des images aujourd'hui. Donc il me semble que pas mal de pistes peuvent être engagées. Avant de donner la parole à Pascal, on pourrait prendre un temps de réflexion et d'échange. Ronald, oui. Alors nous n'avons pas de micro-baladeur. Oui, je vais parler. Voilà. C'est fascinant, c'est très riche. Et cette notion de latence m'intéresse beaucoup. Et j'ai cru comprendre dans votre présentation que vous mettez la latence du côté argentique et non pas du côté numérique. Or, j'ai songé à un exemple au musée Niepce à Châlons. Il y a quelqu'un, je sais le nom de l'artiste sud-américain, qui a transformé la toute première photo de Niepce en code binaire. Et donc, le tableau qu'on a devant soi, c'est des 1 et des 0, tout petit. Et donc, ce serait une sorte de latence numérique, alors. Alors, merci beaucoup de poser cette question, parce que justement j'ai un peu réduit ma présentation. Je voulais parler justement de la manière dont cette latence et certains artistes qui travaillent précisément avec le numérique travaillent à partir de cette latence. Et j'ai justement des images à vous montrer d'autres artistes, donc j'en profite pour prolonger. Pas du tout. Et donc notamment de ce travail un photographe et un metteur en scène, Aurélie Pétrel et Vincent Roumagnac, qui travaillent ensemble en duo donc depuis 2012, et donc une pratique argentique mais aussi numérique, et qui donc réintroduit cette dimension de latence anti-spectaculaire et un peu déceptive aussi de l'œuvre, à travers donc notamment un projet intitulé Latence, et qui a été donc présenté, qui est présenté régulièrement depuis 2012, donc qui est une œuvre aussi en cours, une sorte de work in progress, et qui est présenté sous la forme d'installation, alors à protocole de réactivation. Et donc là, je vous montre, voilà, donc c'est un projet très intéressant, assez complexe, qui est constitué à partir, donc là aussi, d'un fond, d'une sorte de réserve, il parle même de réserve d'images latentes, des prises de vue, donc numériques, qui sont en quelque sorte donc considérées par les artistes comme le degré zéro, l'état embryonnaire de l'image à venir, et qui est toujours à faire et à refaire, à rejouer. Il parle aussi de partition photographique, et il me semble intéressant
articulé à cette question de la latence, la question peut-être de la partition. Et donc, à partir de ce fond, ils vont donc imprimer sur différents formats, sur différents supports, ces images, et vont les exposer dans le musée, dans la galerie, avec parfois aussi des matériaux en lien donc avec le contexte qui accueille donc ces images. Et ces photographies sont disposées en latence dans l'espace d'exposition à différents endroits. Donc ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici à la Fondation Bulucan en 2014. Donc, et là aussi, donc, on voit que ces images donc, placées comme ça en latence, elles ne sont pas présentées traditionnellement sur les murs, mais vraiment déposées en attente d'être activées par Vincent Roumaniac, qui va, selon une grille horaire variable durant toute la durée de l'exposition, les déplacer d'un endroit à un autre de l'espace. Donc on a comme ça ces images. Donc là encore, on voit que ces images sont jamais complètement visibles, entièrement visibles, et qu'on a là aussi ce rapport un petit peu, cette création d'un rapport déceptif, et donc qui invite aussi le spectateur à revenir régulièrement pour voir peut-être ces images. Donc effectivement, il me semble que cette question de la latence, il y a une exposition, j'ai vu les affiches ici, apparemment une exposition qui commence dans quelques jours autour de cette notion de latence, donc il me tarde d'aller la voir. Oui, alors Nicolas Giraud. Oui, je trouve que c'est bien que cet exemple-là vienne, parce que j'ai l'impression que cette question de la latence, elle soulève aussi ce qui vient se placer dans ce creux-là, et qui du coup est toujours assez particulier, parce que dans le cadre du travail d'Aurélie et de Vincent, c'est vraiment un geste qui vient se placer, donc du coup quasiment un spectacle, une mise en spectacle, quelque chose d'assez physique en fait, qui se produit. Et moi, ça a amené quelque chose qui est une réserve que j'ai toujours eue par rapport au travail d'Alfredo Jarre, c'est que autant dans la mise en livre des pellicules, etc., il y a très clairement on va dire la conscience que ce qui se fabrique est de l'ordre du roman, enfin ce qui se fabrique est de l'ordre d'une fictionnalisation, et j'allais dire la branche rade et voilà, pour le coup assez présente là. Alors que dans le cas d'Alfredo Jarre, je suis toujours assez surpris, et j'avais trouvé l'exposition justement à Frère Prêcheur qui est quand même assez compliqué, dans la mesure où il y a quand même toujours une pompe dans la mise en monstration d'images qui en fait deviennent en réalité je sais pas, comme dans le cas par exemple de cette pièce-là où c'est inscrit sur la description est inscrite sur la boîte, on revient en fait dans un dispositif qui est justement celui qui dénonce, puisqu'on est à nouveau dans une prise de l'image, dans les raids d'une légende, d'une mise en légende, d'une mise en désignation de ce qui doit être vu, qui est exactement la procédure de la presse qu'il est plus ou moins censé dénoncer, quoi. Et je trouve que chez Jarre, le fait qu'on remplace cette latence par quelque chose, et je dirais d'une manière un peu hypocrite. Quand cette ouverture vers le roman, ou cette ouverture vers le geste ou la performance permet quand même de vraiment l'apercevoir. Oui, effectivement, il faudrait peut-être que ces images sortent de ces boîtes. Et puis, alors il y a plusieurs stratégies quand même, parce qu'il ne travaille pas que sur cette notion de latence. Il y a aussi dans la même exposition, cette accumulation de diapositives avec ce regard. Mais oui, tout à fait. Oui. Quelque chose de très mince, je cherche le mot. Enfin, ce serait un peu lourd de dire fascisant, mais enfin c'est très autoritaire. Voilà. Oui. Chez Jarre, il y a quand même quelque chose de le Michael Moore de la photographie, je crois. Justement, on n'est peut-être pas assez dans une mise en latence, mais qui est en quelque sorte arrêtée, alors qu'effectivement, chez Khalil Jorej et Johanna Hadji-Thomas, il y a cette volonté de réactiver, de réactualiser sans cesse, effectivement, ce projet, de donner à voir différemment et de démultiplier, effectivement. De donner à dire, moi ce que je trouve toujours très juste dans ces dispositifs-là, c'est qu'ils sont des mises en discussion, c'est-à-dire qu'ils placent bien que du moment où on occulte l'image, on produit de la parole. Et
du coup, je trouve une grande différence par rapport au oulala, faut pas ouvrir les boîtes, on n'a pas le droit. Enfin, il y a comme ça un rapport d'autorité qui est très différent. Oui, je suis d'accord, oui. Christine Bugnet. À ça, il me semble que quand même dans le travail d'Alfredo Jarre, il y a la dimension de monument, il y a l'idée que c'est une espèce de forme de respect aussi pour les victimes par rapport à des photos qui sont des photos d'horreur. Et du coup, pour arrêter cette espèce de voyeurisme de l'image face à ces images de guerre et autres, c'est au contraire donner à voir quelque chose qui relève plus presque de la pierre tombale, que ce soit au sol ou que ce soit en forme de monument. Oui, c'est assez juste. C'est assez juste sur cette pièce-là. Sur oui, je suis d'accord. Et sinon, j'aurais une question, peut-être pour poursuivre un peu la question de Ronald Schusterman. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, par rapport toujours à cette notion de latence, le web comme énorme réservoir de latence? Tout à fait, effectivement. Et les artistes, d'ailleurs, la manière dont plusieurs artistes aujourd'hui se réapproprient ces images pour, justement, on est plus en rapport de sélection d'éditeurs, effectivement, où on pourrait considérer effectivement le web comme cette réserve dont je parlais. Tout à fait, oui. Je ne suis pas d'accord. Elle ne semble pas tellement occultée. La latence suppose une occultation. Alors précisément sur le web, ce qui me semble, on est quand même dans l'excès de visibilité. Donc moi j'ai du mal à tu vois... Moi elles viennent quand je ne vais pas les chercher. C'est le sentiment que j'éprouve. On a même ce drame que quand on cherche vraiment une image, on la trouve jamais. L'ellipse suppose, pour être remarqué comme tel, un dispositif rhétorique qui la fasse apparaître. On le voit d'ailleurs dans les œuvres que tu as expliquées. L'ellipse, c'est un procédé qui met en scène l'absence. Dans le web, c'est pas le cas. Si je peux me permettre une distinction, je pense qu'il faudrait distinguer entre une latence qui serait de l'ordre de la non-disponibilité de l'image et une latence qui serait neurologique ou physiologique, ou perceptuelle. On ne peut pas voir une image. Le rouleau est là. On voit le rouleau dans la boîte de classement des rouleaux. Mais il y a un blocage sensoriel. Oui, mais là, il y a précisément, je pense, dans les exemples que tu as évoqués, une rhétorique, le terme n'est peut-être pas le bon, mais on va voir ce que je veux dire, un dispositif qui organise la perception d'un empêchement, qui peut être de différentes sortes. Peut-être on pourrait parler alors que sur le web, on a effectivement, il n'y a pas du tout cela. Oui, mais le web n'est pas une œuvre en soi. Oui, mais l'empêchement ne joue pas assez précisément pour qu'on ait le sentiment d'une latence. On devrait peut-être distinguer la latence et la mise en latence. Oui, voilà. On ne pourra jamais voir toutes les images. Donc il y a quand même cette idée d'un réservoir absolument énorme auquel on peut avoir accès, et en même temps c'est tellement énorme et immense, et il faut tellement aller chercher que... Oui, alors du coup, moi, il me semble qu'il y a deux formes de latence qui sont quand même de nature, pour dire les choses autrement, quand même très, très différentes. Il y a le stock, ou le flux, mais qui effectivement n'est pas continuellement actualisé, on est d'accord. Et puis, il y a d'autre part, ce sur quoi porter, il me semble... ton propos, c'est-à-dire des organisations de l'empêchement et de la latence, mais en tant emblématisation d'un type de rapport au visible. Il y a effectivement la mise en place d'un dispositif, d'une mise en latence. Mais quand j'évoquais ces artistes qui puisent dans ce réservoir Internet, il y a aussi ce geste finalement de sélection à partir de ce réservoir et un geste. Donc il y a effectivement plusieurs latences, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs latences ou est-ce qu'en fait il y a plusieurs dispositifs? Pour moi, la différence, elle se place moins dans
espèce de latence ontologique des images dans des dispositifs et des stratégies qui vont différer. Voilà. Parce que justement, le discours apparent de la disponibilité des images, elle est un discours d'accessibilité totale, et alors que le dispositif est bien plus trompeur et que la question de la manière dont l'algorithme va être foutu ici ou là, sur telle machine ou sur telle autre machine, va changer complètement le réel dispositif d'accès. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de dispositif que de nature même de la latence. Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'il faut vraiment distinguer et creuser vraiment ces termes, et puis travailler vraiment la question effectivement du geste, de la mise. Et là, effectivement, on voit bien avec ces deux exemples cette idée de la production, ce que j'appelais la production d'images manquantes, d'images latentes. Oui, pour revenir, je suis un peu... Pour moi, il y a la latence et il y a ce qui est de l'ordre d'une figure de la latence. Et c'est pas du tout pareil. Figurer, oui. On est dans la représentation, avec ce que tu fais. Bon, encore une dernière petite question, peut-être? Non? Alors, je pense effectivement que c'est des opérations figurales sur le flux des images communes. Oui. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. Ça n'a rien à voir avec ce flux d'images qui est donné. On est dans un cas dans le donné, dans l'autre cas, c'est un artefact, un travail d'art ou un travail figural, qu'on appelle rhétorique, algorithme ou dispositif. Oui.